Bonjour à tous. Il y a quelques jours, le youtubeur controversé Raptor a sorti une vidéo virale sur, je cite, « le réchauffement climatique, décryptage d'une arnaque mondiale ». Je ne suis pas d'accord sur tout le contenu de sa vidéo et je ne suis pas du tout fan de la forme, c'est-à-dire sa façon d'insulter à tout va en permanence. Cependant, je reconnais l'effort fourni pour monter une vidéo de vulgarisation de plus de 1 heure qui arrive à garder, quand même, un très bon rythme. Raptor se base en réalité énormément sur le livre de Steve Koonin, Unsettled. Cette appropriation du travail de Koonin, par Raptor, me gêne un peu, car elle entache un peu le travail formidable de Steve Koonin. Autant il est vrai que le Raptor est très peu crédible à côté des scientifiques du GIEC, autant on ne peut pas dire du tout la même chose sur Steve Koonin. Koonin est un physicien extrêmement expérimenté. Il compte 270 publications dans des journaux à comité de lecture et 13 000 citations. Le climat, c'est, en grande partie, de la physique. Bien sûr que Koonin a une très bonne compréhension de toute la physique de base nécessaire pour comprendre le climat, comme le transfert radiatif, la mécanique des fluides et le reste. Il est ancien directeur scientifique de BP, une compagnie pétrolière, c'est vrai, mais ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un poste à grande responsabilité, dans une grande entreprise qui fait des milliards de chiffres d'affaires. Travailler chez BP, qui plus est sur les énergies renouvelables, ne rend pas impossible d'être objectif sur ces questions. Il a également travaillé 3 ans dans l'administration Obama au secrétariat d'État à l'énergie, sur des questions de climat et d'environnement. Son expérience dans les hautes administrations américaines témoigne de son expertise. Koonin est un chercheur extrêmement expérimenté en physique et il a commencé à travailler sur les sujets du climat depuis au moins 2004. Son expérience surpasse celle de nombreuses personnes qui peuvent être qualifiées de climatologues en France, dont la formation se limite souvent à un master, puis une thèse de 3 ans sur un sujet concernant le climat. Koonin a également contribué au JSON Advisory Group, travaillant sur des modèles numériques utilisés dans les modélisations climatiques. La science du climat est riche et complexe. Les climatologues ne peuvent être réellement experts de tous les sujets concernant le climat. Les recherches et les thèses se font toujours sur des sujets hyper spécifiques, et quasiment personne n'a de réelle expertise d'ensemble. Koonin a eu largement le temps d'acquérir une expérience bien supérieure à une grande majorité des climatologues de formation initiale. De plus, il ne s'agit pas ici seulement de sciences du climat, mais aussi de l'interface et des interactions entre le monde scientifique et le monde politique. Et vous conviendrez que Koonin, ayant travaillé dans un grand groupe privé, puis dans l'équivalent français d'un cabinet ministériel, justement sur les questions de climat et d'environnement, est extrêmement expérimenté sur cette partie-là du problème. Koonin est bien plus intelligent et expérimenté que la plupart d'entre nous, moi y compris, mais aussi les Serge Zaka ou autres bons potes ou le Réveilleur. Et je ne parle même pas des politiques français, dont le niveau scientifique est extrêmement médiocre. De toute façon, confronter des arguments d'autorité avec d'autres arguments d'autorité, c'est-à-dire Koonin versus certains scientifiques du climat, n'est pas très utile. Il est toujours préférable d'évaluer soi-même les arguments un par un, plutôt que de se fier à des figures d'autorité. Je peux vous dire par expérience que se fier aveuglément à des figures d'autorité dans certains domaines, c'est vous jeter dans la gueule du loup. Les gens travaillant dans la finance, par exemple, risquent plutôt d'utiliser, c'est-à-dire exploiter, leur figure d'autorité pour essayer de vous arnaquer et de vous soutirer de l'argent. Je vous invite donc à vous procurer le livre de Koonin, même en cas de désaccord, pour apprendre ou réapprendre beaucoup de bases et évaluer les arguments qui y sont présentés par vous-même, plutôt que de se fier à des figures d'autorité. Dans la suite de ce podcast, je vais vous présenter un extrait du livre de Koonin, Unsettled, où il nous explique son parcours, ses motivations, sa rencontre avec Richard Feynman à Caltech, et une analogie intéressante sur les vendeurs d'huile de cuisson. Si le livre vous intéresse, allez voir le lien en description de cette vidéo. Voici la traduction française d'un extrait du livre Unsettled de Steve Koonin. D'où je viens ? Je suis un scientifique. Je travaille pour comprendre le monde à travers des mesures et des observations, et ensuite pour communiquer clairement à la fois l'excitation et les implications de cette compréhension. Au début de ma carrière, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cela pour des phénomènes ésotériques dans le domaine des atomes et des noyaux, en utilisant la modélisation numérique de haute performance, ce qui est également un outil important pour beaucoup de sciences du climat.
Mais à partir de 2004, j'ai passé près d'une décennie à appliquer ces mêmes méthodes au sujet du climat et à ses implications pour les technologies énergétiques. J'ai d'abord fait cela en tant que scientifique en chef pour la société pétrolière BP, où je me suis concentré sur la promotion des énergies renouvelables, puis en tant que sous-secrétaire pour la science au ministère de l'Énergie, sous l'administration Obama, où j'ai contribué à orienter les investissements du gouvernement dans les technologies énergétiques et la science du climat. J'ai trouvé une grande satisfaction dans ces rôles, en aidant à définir et catalyser des actions qui réduiraient les émissions de dioxyde de carbone. L'impératif convenu qui, entre guillemets, sauverait la planète. Mais ensuite, les doutes ont commencé. Fin 2013, l'American Physical Society, l'organisation professionnelle des physiciens des États-Unis, m'a demandé de diriger une mise à jour de sa déclaration publique sur le climat. Dans le cadre de cet effort, en janvier 2014, j'ai organisé un atelier avec un objectif spécifique, faire un test de résistance, stress test en anglais, sur l'état de la science du climat. En termes simples, cela signifiait analyser, critiquer et résumer les connaissances accumulées par l'humanité sur le passé, le présent et l'avenir du climat de la Terre. 6 experts climatiques éminents et 6 physiciens éminents, moi y compris, ont passé une journée à scruter exactement ce que nous savions sur le système climatique et à quel point nous pouvions faire des prédictions sur son avenir avec confiance. Pour préparer et cadrer la discussion, nous, les physiciens, avions passé les 2 mois précédents à préparer un document de cadrage basé sur le rapport d'évaluation des Nations Unies, c'est-à-dire le rapport du GIEC, qui venait juste d'être publié. Nous avions posé des questions spécifiques et cruciales du type « Dans quel domaine les données sont-elles insuffisantes ou les hypothèses faiblement étayées ?» Et est-ce important? Quelle est la fiabilité des modèles que nous utilisons pour décrire le passé et projeter l'avenir? Beaucoup de ceux qui ont lu le compte-rendu de l'atelier ont été frappés par la manière dont cela a mis en évidence, et de manière inhabituelle, les certitudes et les incertitudes de la science à ce moment-là. Pour ma part, je suis sorti de l'atelier de l'APS non seulement surpris, mais ébranlé par la prise de conscience que la science du climat était bien moins mature que je ne l'avais supposé. Voici ce que j'ai découvert. Point 1. Les humains exercent une influence croissante, mais physiquement faible sur le climat. Les lacunes de la science climatique rendent difficile la compréhension de l'influence humaine par rapport aux changements naturels mal compris. Point 2. Les résultats des multiples modèles climatiques diffèrent, voire se contredisent entre eux, et avec de nombreuses autres observations. Un vague jugement d'experts était parfois appliqué pour ajuster les résultats des modèles et dissimuler leurs lacunes. Point 3. Les communiqués de presse du gouvernement et de l'ONU, ainsi que les résumés, ne reflètent pas toujours avec précision les rapports eux-mêmes. Il y a consensus sur les points les plus importants, mais pas du tout sur certaines des implications que les médias promeuvent. Les experts distingués du climat, y compris des auteurs des rapports eux-mêmes, sont embarrassés par certains portraits médiatiques qui sont faits de la science du climat. C'était quelque peu choquant. En résumé, la science est insuffisante pour faire des projections utiles sur la manière dont le climat évoluera au cours des décennies à venir, et encore moins sur l'effet que nos actions auront sur lui. Pourquoi ces difficultés étaient-elles une révélation pour moi et pour d'autres? En tant que scientifique, je sentais que la communauté scientifique laissait le public dans l'ignorance au lieu de lui dire la vérité de manière franche. Et en tant que citoyen, j'étais préoccupé par le fait que les débats publics et politiques soient mal informés. J'ai donc commencé à parler publiquement, notamment par le biais de mon essai de 1000 mots intitulé Saturday Essay, publié dans le Wall Street Journal en septembre 2020. Dans celui-ci, j'exposais certaines des incertitudes de la science climatique et soutenais que les ignorer pourrait nuire à notre capacité à comprendre et à réagir à un climat changeant. Les décideurs politiques et le public peuvent rechercher un confort dans la certitude en matière de science climatique. Mais je crains que la propagation prématurée de l'idée que la science du climat est établie, ou au contraire est une imposture, ne dévalorise et ne freine l'entreprise scientifique, retardant ses progrès dans ces questions importantes. L'incertitude est un moteur important et un motivateur de la science et doit être affronté de front. Cet article a suscité des milliers de commentaires en ligne, la grande majorité étant favorable. Mon franc-parler sur l'état de la science climatique était cependant moins populaire au sein de la communauté scientifique. En tant que président d'un département universitaire de sciences de la Terre très respecté, un collègue m'a dit en privé « Je suis d'accord avec presque tout ce que vous avez écrit, mais je ne le dis pas en public. » Beaucoup de scientifiques, dont certains de mes amis de plusieurs décennies, étaient outrés que j'ai relevé des problèmes importants avec la science, et que, comme l'un d'eux l'a dit, cela donne des munitions aux climato-sceptiques.
Un autre a dit que j'aurais dû publier mon essai dans une source plus obscure, mais m'a réprimandé pour l'avoir fait dans un média avec autant de lecteurs. Et un ardent défenseur de l'idée que la science est établie a publié une réponse à mon article dans l'Oped, qui a commencé à demander à la New York University de me licencier, pour ensuite déformer plusieurs des choses que j'avais écrites, mais de manière déconcertante, a reconnu que la plupart des incertitudes que j'avais mentionnées étaient bien connues et largement discutées parmi les experts. Il semble que, en soulignant ces incertitudes ouvertement et publiquement, j'avais, sans le vouloir, rompu une sorte de silence, un peu comme une omerta. Plus de 6 années de service pour l'APS m'ont laissé de plus en plus consterné par les débats publics sur le climat et l'énergie. L'alarmisme climatique a fini par dominer la politique américaine, en particulier parmi les démocrates, où il est devenu politiquement inconfortable d'en discuter. L'élection présidentielle américaine de 2020 a vu chaque candidat essayer de surpasser l'autre avec des déclarations excessives sur le danger climatique imminent et la crise climatique de plus en plus déconnectée de la science. On a vu se multiplier les propositions de politique concernant l'initiative Green New Deal, qui devait lutter contre le changement climatique avec des interventions gouvernementales et des subventions. Non seulement l'administration Biden a fait du climat et de l'énergie une priorité majeure, avec la nomination de l'ancien secrétaire d'État John Kerry en tant qu'envoyé pour le climat, mais elle a également proposé des dépenses de plusieurs centaines de milliards de dollars pour lutter contre cette menace existentielle pour l'humanité. Alors que je n'ai aucune opinion informée sur les mérites fiscaux et politiques des propositions comme le Green New Deal, je suis physicien pas économiste, je sais que toute politique devrait se fonder sur ce que la science dit réellement sur le changement climatique. Des décisions impliquant des milliers de milliards de dollars sur la réduction des influences humaines sur le climat doivent, en fin de compte, reposer sur des valeurs comme la justice intergénérationnelle et géographique, l'équilibre du développement économique, l'impact environnemental, la sécurité énergétique ou la disponibilité des ressources. Mais elles doivent aussi être éclairées par une compréhension des certitudes scientifiques et des incertitudes. Ce livre est une tentative pour nous mettre sur la voie de cette compréhension. Et j'ai l'intention de le faire de la seule manière que sait faire un scientifique, avec des faits documentés, presque tous tirés des évaluations officielles les plus à jour ou de la littérature de recherche de grande qualité, présentés dans leur contexte approprié. Comme l'a dit le représentant John Lewis dans son discours lors du premier procès en destitution du président Trump. Début de citation. Quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas juste, qui n'est pas équitable, vous avez une obligation morale de dire quelque chose, de faire quelque chose. Fin de citation. Mon collègue de Caltech, Richard Feynman, était l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, renommé à la fois pour la créativité et l'importance de ses recherches, y compris ses travaux sur l'électrodynamique quantique, primés par le prix Nobel. L'irrévérence, le sens du spectacle et la capacité à raconter une bonne histoire faisaient également partie de ce qui a fait de lui une légende. Il était un personnage avec une substance intellectuelle extraordinaire. J'étais l'un des nombreux physiciens en herbe attirés par la présence de Feynman. Avant d'arriver à Caltech à l'automne 1968, j'avais déjà lu ses fabuleux livres rouges de physique et assisté à ses conférences plusieurs fois. Mes 4 années de premier cycle à Caltech ont été marquées par sa présence. Les moments forts incluaient des conversations en tête-à-tête avec Feynman, qui aimait interagir avec de jeunes scientifiques, ainsi qu'un jeu de mémoire où il jouait des bongos, avec la grande joie de ceux d'entre nous qui avaient franchi notre première année. L'intégrité scientifique est une partie centrale de l'enseignement à Caltech. Son importance est soulignée pour les nouveaux étudiants dès leur premier jour sur le campus. Et l'honnêteté intellectuelle rigoureuse de Feynman a été démontrée aux étudiants et à la faculté. Lors du discours de remise des diplômes de Caltech en 1974, Feynman a fait un discours mémorable. Son sujet était la rigueur des scientifiques à ne pas seulement éviter de se tromper eux-mêmes, mais aussi les autres. En résumé, l'idée est de donner à chacun toutes les informations pour juger de la valeur de vos contributions. Ce n'est qu'ainsi que l'information peut mener à des jugements fondés sur un bon discernement. Une manière plus facile d'expliquer cela est, par exemple, avec la publicité. Hier soir, j'ai entendu que l'huile de cuisson vendue par Wesson ne se dissout pas bien. Eh bien, c'est vrai. Ce n'est pas qu'elle se dissout mieux à haute température ou ne se dissout pas, c'est une question de publicité scientifique, ce qui est un autre niveau. Le fait qui devrait être ajouté à cette déclaration publicitaire est que l'huile ne se dissout pas dans l'eau à température ambiante. Si elle était utilisée à une autre température, tout irait bien, y compris pour l'huile de cuisson. Donc, c'est l'implication qui a été transmise, pas le fait,
qui est vrai, et la différence est ce que nous devons gérer. Une grande partie du portrait public de la science climatique souffre du problème de l'huile de cuisson de Feynman. Dans un effort pour persuader plutôt qu'informer, les informations présentées omettent soit un contexte essentiel, soit ce qui ne colle pas. Et coïncidentellement, comme pour l'huile de cuisson, il s'agit en grande partie d'une question de température. La plupart des chercheurs du climat avec lesquels je travaille poursuivent leur travail avec l'objectivité et la rigueur qui sont la norme dans tous les domaines scientifiques. Mais en raison de l'impact potentiel d'une crise climatique sur l'existence humaine, le problème soulève inévitablement passion et émotion. Certains soutiennent qu'il n'y a pas de mal à diffuser des informations erronées si cela aide à sauver la planète. Et en effet, lorsque des expressions comme celle-ci, même injustifiées ou inexactes, sont utilisées pour décrire les enjeux, il n'est pas surprenant que certains scientifiques du climat soient moins objectifs lorsqu'ils parlent au public. Comme l'a déclaré explicitement Stephen Schneider, un éminent climatologue, dès 1989. Début de citation. D'une part, en tant que scientifiques, nous sommes éthiquement liés à la méthode scientifique, promettant de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Ce qui signifie que nous devons inclure tous les doutes, toutes les nuances, tous les si, les et les mais. D'autre part, nous ne sommes pas seulement des scientifiques, mais aussi des êtres humains. Et tout comme la plupart des gens, nous aimerions voir un monde meilleur, ce qui, dans ce contexte, se traduit par travailler à réduire le risque de changement climatique potentiellement désastreux. Pour faire cela, nous devons obtenir un large soutien, capturer l'imagination du public. Cela signifie bien sûr obtenir des tonnes de couverture médiatique. Nous devons donc offrir des scénarios effrayants, faire des déclarations simplifiées et dramatiques, et accorder peu d'attention aux doutes que nous pourrions avoir. Cette double contrainte éthique nous enferme fréquemment dans une position qui ne peut être résolue par aucune formule. Chacun de nous doit décider quel est le juste équilibre entre être efficace et être honnête. J'espère que cela signifie être les deux. Fin de citation. Beaucoup d'autres ont fait des remarques similaires, ou ont commenté le côté obscur de ce que Schneider appelait sa contrainte double. Voici quelques autres citations. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est vrai, mais ce que les gens croient être vrai. Paul Watson, cofondateur de Greenpeace. Nous devons profiter de ce problème du réchauffement climatique. Même si la théorie du réchauffement climatique global s'avérait être fausse, nous ferons la bonne chose en termes de politique économique et environnementale. Timothy Worth, président de la Fondation des Nations Unies. Certains collègues qui partagent certains de mes doutes soutiennent que la seule façon de faire changer la société est d'effrayer les gens avec la possibilité d'une catastrophe. Et que c'est donc bien, et même nécessaire, pour les scientifiques d'exagérer. Ils me disent que ma foi en une évaluation ouverte et honnête est naïve. Daniel Botkin, ancien président des études environnementales à l'Université de Californie à Santa Barbara. Et ainsi les médias sont remplis de prédictions climatiques effrayantes. Voici quelques-unes qui sont assez anciennes pour avoir été prouvées fausses. L'inaction entraînera d'ici la fin du siècle une catastrophe écologique qui sera témoin d'une dévastation et d'une disparition, aussi irréversible que tout holocauste nucléaire. Mostafa Tolba, ancien directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement. 1982. Dans quelques années, la neige hivernale au Royaume-Uni deviendra un événement très rare et passionnant. Les enfants ne sauront tout simplement pas ce que c'est que la neige. David Wiener, scientifique principal de la recherche au CRU, 2000. Les villes européennes seront plongées sous des eaux montantes, alors que la Grande-Bretagne sera transformée en un climat sibérien d'ici 2020. Mark Townsend et Paul Harris, citant un rapport du Pentagone dans The Guardian, 2004. Bien que Schneider ait passé de nombreuses années plus tard à essayer d'expliquer sa déclaration sur la double contrainte éthique, je crois que le principe sous-jacent est dangereusement faux. Il ne devrait y avoir aucun doute sur ce qu'est le bon équilibre entre l'efficacité et l'honnêteté. C'est le summum de l'hypocrisie pour un scientifique de s'engager consciemment dans des discussions politiques trompeuses au service de ce qu'il estime être éthique. Cela semble évident dans d'autres contextes. Imaginez l'indignation si l'on découvrait que des scientifiques avaient délibérément falsifié des données à des fins politiques ou religieuses, par exemple. Philip Handler, ancien président de l'Académie nationale des sciences des États-Unis, a identifié le problème dans un éditorial de 1980 qui résonne encore 4 décennies plus tard. Début de citation. La difficulté survient dans la confusion au sein de la communauté scientifique entre le rôle du scientifique en tant que tel et celui du scientifique en tant que citoyen.
Confusion du code éthique du scientifique avec l'obligation du citoyen. Brouillant la distinction entre les questions intrinsèquement scientifiques et les questions politiques intrinsèquement idéologiques. Lorsque les scientifiques échouent à reconnaître ces frontières, leurs propres croyances idéologiques, bien que rarement exprimées, semblent devenir des vérités scientifiques. Fin de citation. Avec le rôle unique des scientifiques vient une responsabilité particulière. Nous sommes les seuls à pouvoir apporter une rigueur objective à la discussion, et c'est notre devoir principal. Comme les juges, nous sommes obligés de mettre de côté les sentiments personnels lorsque nous faisons notre travail. Lorsque nous échouons à faire cela, nous usurpons le droit du public à faire des choix éclairés, et minons la confiance dans toute l'entreprise scientifique. Il n'y a rien de mal à ce que les scientifiques soient des militants, mais l'activisme déguisé en science est pernicieux. Nous, scientifiques, ne devrions pas vendre de l'huile de cuisson. Voilà. C'est la fin de cet extrait. Si cela vous a intéressé et que vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous procurer le livre de Steve Koonin, Unsettled. Voir le lien en description. Il est disponible en anglais et en français, même si je recommande la version anglaise. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle vidéo.